l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Cette édition, le Salon des arts et produits du terroir Desjardins se tiendra à l'intérieur dans le pavillon Fournier où des kiosques seront installés. Il est d'ailleurs possible pour les artistes, artisans et producteurs de s'inscrire en composant le 88-249-3954 ou écrire tout simplement au festival. Dans le même pavillon, le marché aux puces se tiendra les 12 et 13 octobre de 9h à 17h. Réservez tôt votre kiosque ou votre table. Le déjeuner d'envoi à Place Festival au pavillon Nicole aura lieu le dimanche le 6 octobre de 8h à 11h en partenariat avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Le jeudi 10 octobre sera consacré aux aînés et aux écoles. Plusieurs activités leur seront alors proposées, comme des déjeuners des retraités et des enfants, infirmières sur place, artisanat, animation éducative avec voix vivante sur place. En après-midi, il y aura gratuitement le tournoi de 500 et on danse avec le duo Aline et Lucille. Le vendredi 11 octobre, ce sera le déjeuner festif Cognac et Baileys. De 16h à 18h, ce sera la promo du président. Il vous sera ainsi possible de vous procurer une assiette de bouchées à l'oie sur place et pour bien finir la soirée, ce sera le spectacle hommage à AC/DC avec le groupe Hells Bells. Le samedi 12 octobre aura lieu la journée familiale avec maquillage, gala des mascottes, dîner hot dog, éveil musical avec Bruno Gendron et ensuite avec le marimba et le djembé du tonnerre. Toujours à l'honneur, des mets à base d'oie seront servis lors du déjeuner, brunch du cowboy, qui aura lieu le dimanche 13 octobre. En après-midi, danse country avec les rois du country et Fun Country Dancer et le groupe Walking the Country. Pour terminer en beauté, le spectacle de Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Pour ceux qui le désirent, un forfait souper-spectacle vous est offert. Méchoui, porc et poulet à volonté. Les habituelles activités sportives telles que le tournoi de pétanque ou boulodrome et la course de l'oie blanche sont également de retour cette année. Le samedi et dimanche 12 et 13 octobre, il vous sera possible de vous procurer des produits à base d'oie préparés par des gens de chez nous et ce, à Place Festival. Le Festival de l'oie blanche tient à remercier sincèrement ses précieux partenaires, soit la ville de Montmagny, Budweiser, Patrimoine Canada, Tourisme Chaudière-Appalaches, le magasin Coop IGA, ainsi que tous ses commanditaires, collaborateurs et bénévoles qui soutiennent le festival depuis déjà 48 ans. Le célèbre encamp annuel du Centre d'art de Kamouraska sera de retour le samedi 24 août 2019 à la grange champêtre du manoir Taché de Kamouraska. Sous la présidence d'honneur de Bernard Derome, véritable complice de l'événement, ce 7e encamp d'œuvres d'art propose un corpus impressionnant de 69 œuvres. Animé de main de maître par Christian Bégin,
Cet événement bénéfice est un incontournable pour tous les types de collectionneurs. Un cocktail dînatoire à 17h précédera l'encan à la criée. La soirée débutera à 17h avec un cocktail dînatoire savoureux. Les billets pour le cocktail dînatoire sont en vente au Centre d'art de Kamouraska au coût de 60 $ par personne, taxes et services inclus. Pour les convives souhaitant assister uniquement à l'encan à la criée, il sera possible de s'inscrire gratuitement à compter de 18h45. L'encan animé par le commissaire-priseur Christian Bégin sera lancé à 19h. De plus, chaque année, cet événement bénéfice permet au Centre d'art de Kamouraska d'amasser des fonds pour la poursuite de son développement tout en favorisant la circulation d'œuvres de créateurs québécois sur le marché de l'art. Cette 7e édition marque un tournant pour chaque œuvre vendue. Une redevance sera versée aux artistes le désirant. L'édition 2019 de l'encan propose un important corpus de 69 œuvres. Sérigraphie, peinture, étampes, photographie, sculpture, linogravures sont proposées. Des œuvres marquantes qui explorent et proposent des univers riches, profonds, sensibles. 63 créateurs y voient leurs œuvres mises en lumière, des artistes de renom ayant marqué l'histoire de l'art tels que René de Rouen, Rita Letendre, Fernand Toupin, Marcel Bellerive, des artistes balauranciens reconnus tels que Caroline Beaulieu, Michel Lagacé, Miguel Forêt, Olivier Blot et Tho Laila Lefrançois. Des artistes québécois bien établis tels que Marc Séguin, Normand Rajotte, Yéchel Gagnon, Jessica Hauer. Une exposition prix en chair aura lieu également les 23 et 24 août entre 10h et 17h à la grange champêtre du manoir Taché. Le Centre d'art de Kamouraska tient ici à remercier les artistes et les collectionneurs ayant offert une œuvre ainsi qu'un encadrement. Dans son tout premier geste public d'impatience face à SNC-Lavalin, la Caisse de dépôt s'est adressée directement au conseil d'administration de la firme d'ingénierie lundi pour lui demander d'agir. On en parle davantage après la pause. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Selon le Journal de Québec, dans son tout premier geste public d'impatience face à SNC-Lavalin, la Caisse de dépôt s'est adressée directement au conseil d'administration de la firme d'ingénierie lundi pour lui demander d'agir sans délai de façon décisive. C'est un peu comme si on blâmait le conseil de ne pas avoir fait sa job, de ne pas avoir fait le ménage bien plus tôt, estime Yvan Dallaire de l'Institut sur la gouvernance. La détérioration de la situation financière de SNC, encore confirmée lundi par une nouvelle révision à la baisse des prévisions financières, est une source de préoccupation grandissante pour la Caisse, a averti le bas de laine des Québécois qui détient, rappelons-le, près de 20 % de l'entreprise. SNC-Lavalin a annoncé lundi l'abandon des contrats à prix fixe qui sont, selon le PDG Yann Edward, la cause première des problèmes de rendement de l'entreprise. Cela signifie que SNC s'exclura désormais des projets comme le réseau express métropolitain REM qu'elle a raflé aux dépens de sa rivale WSP. SNC-Lavalin envisage aussi de se retirer carrément de secteurs actuellement peu rentables, les hydrocarbures, les mines et la construction. Ces activités dont se désintéresse SNC seront désormais séparées du cœur de métier de l'entreprise, l'ingénierie, la gestion de projets, l'énergie nucléaire et les services d'infrastructure. Elle représente par ailleurs 42 % du chiffre d'affaires. C'est une tactique assez courante dans une stratégie de redressement. On isole tout ce qui est en mauvais état, ce qui va permettre au marché de mieux évaluer les secteurs où ça va bien, explique Louis Hébert, professeur au HEC de Montréal. En 2018, les secteurs en bonne santé de SNC-Lavalin ont généré un bénéfice d'exploitation de 776 millions de dollars sur des revenus bruts de 5,8 milliards.
En revanche, les activités en difficulté ont entraîné une perte d'exploitation de 237 millions de dollars sur des revenus de 4,3 milliards. SNC promet d'en dire plus sur sa nouvelle stratégie au début de l'automne, mais déjà, la Caisse presse l'entreprise d'aller plus loin dans sa restructuration. Cette nouvelle orientation stratégique devra couvrir l'ensemble des activités de SNC-Lavalin et permettre de renverser la tendance actuelle qui est inacceptable. Nous attendons de plus à ce que cette stratégie soit accompagnée d'un plan d'exécution réaliste. Au cœur d'un scandale de corruption qui a plongé le gouvernement Trudeau dans une profonde crise, SNC fait également face à d'importants problèmes causés par l'accumulation de contrats déficitaires. Lundi dernier, SNC a fait état d'une radiation de 1,9 milliard liée à sa filiale Kenz, acquise en 2014 pour 2,1 milliards de dollars. Une première radiation d'1,2 milliard avait été inscrite en février. Par ailleurs, l'action de SNC a perdu 6,7 lundi pour clôturer à 23,80 $. SNC-Lavalin a ainsi assuré lundi de ne pas avoir l'intention de changer de nom malgré l'utilisation d'un acronyme pour les dénominations de ces deux nouvelles divisions d'exploitation. L'entreprise montréalaise regroupera les activités qu'elle entend délaisser au cours des prochaines années dans une entité baptisée SNCL Projet. Quant aux activités qu'elle prévoit poursuivre, elles seront réunies au sein de SNCL Services d'ingénierie. SNCL est tout simplement un acronyme court parfois utilisé pour SNC-Lavalin, indiqué lundi au Journal de Québec un porte-parole de l'entreprise, Nicolas Ryan. Il n'y a pas de changement de nom en vue. Le nom SNC-Lavalin a été malmené au cours des dernières années en raison d'affaires de corruption. La situation a encore empiré au cours des derniers mois, alors que le scandale s'est transporté dans la capitale fédérale, plongeant le gouvernement Trudeau dans une crise sans précédent. Dans des cas semblables survenus ailleurs dans le monde, des entreprises ont préféré adopter un nouveau nom afin de réduire les connotations négatives. Changement de nom ou pas, SNC est tenu, en vertu d'un accord de financement conclu en 2017 avec la Caisse de dépôt et de placement, de maintenir son siège social à Montréal au moins jusqu'en 2024. L'entente prévoit également que la prise de décision stratégique de SNC-Lavalin continuera d'être concentrée à Montréal et qu'une partie importante de l'équipe de direction de l'entreprise doit résider au Québec. De plus, l'accord donne à la Caisse le droit d'être consultée sur le choix du président du conseil d'administration de SNC et le droit de proposer la nomination d'un administrateur. Or, la Caisse n'a pas exercé ce droit, de sorte qu'elle n'est pas représentée au conseil de l'entreprise, même si sa participation au capital action frise près de 20 %. Maxime Chagnon, porte-parole de la Caisse, n'a pas pu expliquer pourquoi lundi. C'est un droit qu'on a toujours, a-t-il toutefois noté. C'est vendredi soir dernier qu'avait lieu le souper hommage à Joe Dassin à la Maison Rousseau de Montmagny, et ce dans le cadre de la tournée « Les plus belles années de Joe Dassin » par l'artiste J.P. Carreno et organisé demain de maître par les productions Louis Lachance. Les billets s'étant vendus comme des petits pains chauds, le producteur Louis Lachance a rapidement mis sur pied une supplémentaire pour le lendemain qui, soulignons-le, a été tout aussi populaire, puisque pendant les 2 soirs, l'établissement a accueilli presque 200 convives venus assister à ce spectacle intime mais grandiose. Le personnificateur de Joe Dassin a ainsi brillé sous les feux de la rampe en interprétant les plus grands succès du répertoire de la légende de la musique populaire française des années 60 à 80, et ce, au grand plaisir des amateurs s'étant déplacés pour l'occasion. En effet, la foule présente a considérablement apprécié le spectacle, chantant et dansant sur les nombreux classiques de Joe Dassin, comme par exemple « L'été indien »,« À toi »,« Dans les yeux d'Émilie »,« Les jardins du Luxembourg », etc. En se fermant les yeux, on croyait réellement que nous étions en présence de Joe Dassin, tellement l'imitation vocale était bonne, s'est exprimée une grande admiratrice du chanteur. Les productions Louis Lachance récidiveront bientôt avec d'autres spectacles, soit le 19 octobre prochain au restaurant de la Plage à Berthier-sur-Mer avec la chanteuse Caroline Jonf et le 9 novembre prochain au même endroit avec le band Country News from the Hill. Pour plus d'informations concernant ces spectacles, veuillez appeler au 418-248-0608
au 88-291-3107. Les sports, dans un instant. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Pour une deuxième édition, l'Association régionale de gymnastique de la capitale nationale et de la région de Chaudière-Appalaches a décerné des bourses de reconnaissance à des employés de la communauté gymnique qui ont su se démarquer dans le cadre de leur emploi. 5 entraîneurs du club Mani Gym ont ainsi été sélectionnés en fonction de ces 5 catégories: excellence, positivisme, dépassement, engagement personnel et leader positif. Audrey-Anne Thériault, catégorie dépassement, cette jeune entraîneuse qui était aussi gymnaste durant l'année que nous venons de terminer, entraîne au secteur récréatif dans un gymnase où il faut monter et démontrer les installations chaque semaine. Jamais elle ne se plaint de ce qu'elle a à faire. Au contraire, c'est avec de petits moyens qu'elle entraîne de jeunes adolescentes en préparation à la compétition. Sa façon de se dépasser elle-même ainsi que son engagement se reflètent dans son coaching et incite ses gymnastes vers le dépassement personnel. Bruno Morin, catégorie leader positif. Étant le seul entraîneur masculin dans le club, Bruno s'avère notre homme à tout faire. Réparations diverses, montage et rangement de notre surface de sol, du filet de trampoline, commissions de toutes sortes et bien plus. Ce qui le démarque, c'est sa façon de communiquer avec les parents des gymnastes et de les inviter à s'impliquer, qui a permis au club d'avoir suffisamment de bénévoles pour les nombreuses activités et différentes tâches au courant de l'année. Quel bonheur pour lui de côtoyer des papas, puisqu'il évolue dans un monde de filles depuis plus de 10 ans. Émilie Blais, catégorie excellente. Kinésiologue de profession, étudiante en ostéopathie, entraîneur niveau 2 à Mani Gym, cette femme engagée nouvellement maman possède une énergie incroyable, enseigne les techniques avec une conviction contagieuse et motive avec un dynamisme inébranlable. Les gymnastes l'adorent tout simplement. Kim G. Thibault, catégorie positivisme. Cette maman de gymnaste qui a repris la fonction de coach occupée il y a de ça plusieurs années se démarque par son humilité, son sourire et son côté positif. Il n'y en a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Les gymnastes l'aiment pour la motivation qu'elle inspire, le calme qu'elle dégage et son sens de l'humour qu'elle utilise si bien. Et finalement, Léa Maud Boulanger, catégorie engagement personnel. De nombreuses années en tant que gymnaste et entraîneur lui ont permis d'acquérir expérience et maturité qui font d'elle une entraîneur pleinement engagée. Compétent et fiable pour chacune de ses activités, elle donne de son temps sans compter. Du temps précieux puisque nous savons que la tâche accomplie le sera avec rigueur et efficacité. Le club Mani Gym souhaite ainsi féliciter ses entraîneurs dans le cadre de leurs fonctions. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles ou de l'information à transmettre au public, vous pouvez le faire en tout temps en rejoignant la salle de nouvelles de CMA-TV au 88-281-1313 poste 226 ou tout simplement nous écrire à nouvelles@cmatv.ca ou nous suivre comme des milliers de personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA-TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames et messieurs. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. On va regarder le radar en partant. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu pluvieux. On parle d'alternance de soleil et de nuages. 30 % de probabilité d'averse tard cet après-midi. Vent venant du sud-ouest à 20 km en mi-journée. Maximum de 24. Humidex 27. L'indice UV de 7 ou élevé. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais ça n'a pas d'importance. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux, 30 % de probabilité d'averse tôt ce soir. Vent du sud-ouest de 20 km devenant léger ce soir, minimum 13. Pour demain, mercredi, généralement ensoleillé, maximum de 23, minimum de 14 dans la nuit. Et jeudi, le 25, ensoleillé, maximum 25. Et vendredi, 26 juillet, ensoleillé, maximum 27. Donc, pour le reste de la semaine, il va faire beau juste aujourd'hui qu'on va avoir quelques petites averses. Donc, je crois sincèrement qu'il faut en profiter, mes chers amis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est les anniversaires aujourd'hui. Écoute, le 23 juillet, 25 ans de mariage pour Michel Pelletier et Sophie Bégin de Montmagny, de la part de ses parents Monique et Jules. 25 ans, il faut le faire, je vous félicite. Et le 23 juillet également aujourd'hui, 41e année de mariage à Claude Poirier et Lucille Godreau de Saint-Paul de Montmagny, de sa sœur Monique et de ses beaux-frères et de son beau-frère Jules. Alors, pour les fêter aujourd'hui les anniversaires de mariage, on vous souhaite une belle continuité et on veut que tout le monde soit heureux finalement. Le Resto L'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offrira, à compter du 30 juillet, des pâtes, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners seront à l'honneur tous les samedis et dimanches de 8h à 14h, en plus des produits Labatt et Ralbock. Le Resto L'Olivier à Montmagny, 248-3435.
À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Road Blues Band et son répertoire de chansons populaires. Également, participez aux activités de l'événement unique en son genre, le Festival de sable et de glace du 26, 27 et 28 juillet. Sculptures de sable et de glace, artisans, ballets de bulles vous en mettront plein la vue. Les activités du Parc Havre du Souvenir de Lillet s'en vaut le déplacement. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé. Je dois avoir un loup. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Maître Nathalie Dubé, qu'on peut rejoindre au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, de 88 57 77. Maintenant, on va parler aujourd'hui de 6 conseils pour planifier l'achat d'un immeuble commercial. Parce que Bon, ça va être à la fin. Oui et non, ça dépend de notre projet. Donc, on va sûr que c'est voir. juste à la fin? Aujourd'hui, j'ai essayé de scinder Je rentre juste à la fin? justement 6 étapes. Bien, pas 6 conseils, 6 choses à bien OK, réfléchir ça veut dire avant que notre absolument, Michel, il acquisition. rentre pas pour expliquer Là, autre je parle chose. d'immeuble commercial, mais ça pourrait s'appliquer aussi pour une résidence personnelle Oui. aussi. Mais Donc, qu'est-ce que vous entendez par immeuble commercial? Immeuble commercial, c'est un immeuble où est-ce qu'on va installer notre entreprise. Donc, on va faire l'acquisition au lieu d'être en location. Donc, dans un immeuble de quelqu'un d'autre, on veut acquérir l'immeuble pour installer notre usine, installer notre commerce. Donc, c'est lorsqu'on vient investir en immobilier, mais de façon entrepreneuriale. OK. Première chose, bien sûr, évaluer vos besoins. Donc, on a parlé, acheter ou louer, faire les avantages, les pour, les contre de chaque option. Donc, comment aussi planifier, voir comment votre entreprise évoluera. Donc, si on prend au niveau résidentiel, changer de maison, peut-être plus facile déménager de façon résidentielle que changer notre entreprise d'endroit. Donc, parce que ça impacte beaucoup sur le coût, sur l'image. Les gens faut qu'ils nous retracent. Ils avaient pris une habitude à l'ancienne adresse, nouvelle adresse. Donc, voir comment notre entreprise va évoluer pour que le choix de notre établissement, parce que là, on va faire un investissement, on va acheter l'endroit où est-ce qu'on exercera notre entreprise. Donc, c'est important d'avoir une vision d'où est-ce qu'on veut aller avec cette entreprise-là. Puis, nos besoins aussi, il faut les évaluer en matière de superficie, électricité, stationnement. Donc, des fois, on l'oublie, le stationnement, mais c'est un item qui est important, surtout lorsqu'on a beaucoup de clients et qu'on doit être vu sur quelle artère on va s'établir aussi. Donc, c'est des choses à réfléchir avant d'aller visiter des immeubles. Est-ce qu'on peut aller vous voir puis réfléchir avec vous? Bien sûr. Non, mais je vous pose la question Bien parce sûr. à un moment donné, on dit, bon, est-ce que c'est mieux d'être à loyer? Est-ce que c'est mieux d'avoir notre propre bâtisse pour, justement, héberger notre entreprise? Et c'est toujours un questionnement. D'abord, c'est très comptable là, aussi, là, Oui. parce que, mais au niveau juridique, est-ce que c'est... Il y a beaucoup de choses à penser Votre que notaire, nécessairement oui. parce que vous êtes dans ce domaine-là, vous vivez ça à tous les jours, donc vous avez probablement des questionnements à offrir aux clients pour de Oui, faire c'est réfléchir ça. un peu. En matière commerciale, votre notaire, c'est votre conseiller d'affaires. Donc, on va vous accompagner dans votre projet, autant que votre comptable peut le faire. Donc, ou votre banquier peut le faire aussi. On a chacun notre expertise. Donc, moi, comme juriste, je vais le voir de la façon juridique, je vais le voir de la façon, d'une façon différente que votre comptable va voir votre projet, que votre banquier va voir votre projet. Donc, c'est les 3 professionnels, lorsqu'on est en affaires, qui sont les plus importants, qui vous accompagnent. Donc, puis, on en a déjà parlé, j'ai aussi un service corporatif où est-ce que des entrepreneurs qui me payent un montant, j'allais dire minime par année, pour avoir accès à moi, pour me poser des questions, élaborer avec eux leurs futurs projets et tout ça, sans recevoir des honoraires à n'en plus finir non plus. Donc, il y a certains Le genre de inclus forfait qui comprend... qui là, comprend si on a des des questions à services vous de poser, base, c'est ça. Puis, on n'est pas obligé d'avoir une facturation. Puis, d'avoir peur de nous consulter c'est ça. parce que ça va coûter cher, parce que là, vous avez accès à moi toute l'année. Donc, puis je pense que je suis assez disponible aussi pour répondre à ces questions-là. Puis on réfléchit ensemble. J'ai récemment quelqu'un qui a eu une proposition pour l'acquisition de son entreprise. Donc là, m'a appelé, on a discuté pendant un bout de temps sur des pistes de réflexion que cette personne-là avait à faire avant d'aller plus loin dans le processus.
Donc ça faisait partie de la banque d'heures qu'il possédait dans son forfait. Donc, les gens d'affaires l'apprécient beaucoup, ce service-là. Mais l'étape numéro 1, est-ce que c'est la plus importante? Oui, évaluer nos besoins, oui. Puis un coup, quand on va plus loin, bien là, il faut rétablir notre capacité financière. Donc, il faut parler à notre comptable, il faut parler à notre banquier. Il n'y a pas à négliger celle-là, hein? Celle-là aussi. Ça. Établir le budget, les projections, consulter le banquier dès le début. Donc, pas aller trop vite, s'engager trop vite, parce que si on arrive et que ça ne passe pas au financement, on a de l'air fou un peu, là. Donc, il faut s'assurer qu'on a la capacité financière. Donc, cette étape-là aussi n'est pas à négliger. Planifier tous les coûts. Donc, pas juste l'acquisition du bâtiment. Donc, les frais aussi pour... on a sûrement on appelle ça des améliorations, j'allais dire locatives, mais là, on est en acquisition, des améliorations à faire parce que le bâtiment, c'est rare qu'il est exactement comme on veut ou comme on peut installer notre entreprise sans faire de travaux. Donc, demander des devis détaillés aux entrepreneurs qui vont faire les travaux pour que votre budget soit le plus précis possible. Donc, ça paraît rigolo de dire, voyons, ça paraît évident, mais c'est pas toujours aussi évident que ça de bien établir le coût du projet. Parce que dans le cadre avec votre banquier, il va vous les demander ces choses-là. Puis il va vous demander de bien le préciser parce qu'il ne veut pas que vous reveniez. Il ne financera pas le surplus, le dépassement de coûts. Donc ça... Les surprises. Les surprises ou les temps caillettes, il faut tout y penser, les temps caillettes. Donc, il faut s'assurer aussi de couvrir, justement, les temps caillettes, les surplus, les dépassements de coûts, peut-être un 5 à 10 supplémentaire, donc, dans votre projet. Donc, c'est pour ça que les besoins, voir nos professionnels, planifier notre coût, super important. Après ça, on choisit l'emplacement idéal. Donc, l'emplacement, il faut qu'il réponde à vos besoins, disponibilité des services, commodité pour vos clients, accessibilité pour les employés aussi. Donc, s'assurer que ça convienne exactement à vos activités. Et une chose que parfois, c'est arrivé dans la dernière année, j'ai eu un cas où est-ce que l'entrepreneur n'avait pas vérifié les règlements de zonage environnementaux et municipaux. Donc, le projet que vous avez dans le bâtiment idéal que vous avez trouvé, est-ce que votre secteur d'activité est permis dans cette zone-là? J'ai eu un cas où est-ce que la transaction, les gens ont acheté quand même, ça s'est réglé comme ça, mais il était pris avec une promesse d'achat signée, s'est engagé, obligé à acheter, mais un bâtiment où est-ce que leur activité commerciale n'était pas permis. Donc, est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat? Ils avaient oublié d'appeler leur notaire avant. Oui. Est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat conditionnelle à? À la vérification, oui. Oui. OK. C'est possible de faire une promesse d'achat conditionnelle au financement, conditionnelle à la vérification du zonage, conditionnelle à l'inspection de l'immeuble, conditionnelle à l'évaluation de l'immeuble aussi. Donc, avec une clause d'ajustement de prix de vente si jamais l'immeuble a des vices qu'il doit corriger qui sont assez importants pour faire une variation sur le prix d'acquisition. Donc, on a parlé tout à l'heure, mais s'assurer d'avoir assez d'espace aussi lorsqu'on a trouvé l'emplacement idéal pour prendre conscience de notre croissance future aussi. Donc, c'est important. Le 5e conseil aussi qu'on a répertorié, optimiser votre immeuble. Donc, investir dans une évaluation justement de l'immeuble, une évaluation technique de l'immeuble, essayer de réduire les coûts d'exploitation, augmenter la productivité, donc versus les travaux que vous avez à réaliser. D'être réaliste aussi à l'égard des nouvelles fonctionnalités qui distinguent vos besoins et vos désirs dans votre projet, puis planifier les rénovations, puis obtenir les approbations municipales nécessaires. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut regarder lorsqu'on achète un immeuble commercial. Et la dernière, faites preuve de diligence raisonnable. Donc, obtenez une évaluation de votre immeuble. Souvent aussi demander une évaluation environnementale. Donc, c'est un des
éléments qui sont vérifiés dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble commercial, dans le cadre de financement d'un immeuble commercial, l'environnement, on peut avoir à faire un rapport d'étude de caractérisation phase 1 et peut-être une phase 2 par la suite. Donc, il faut vérifier tout ça. Se renseigner aussi au niveau des polices d'assurance. Donc, ce n'est pas parce que le propriétaire actuel est assuré pour les activités qu'il exerce dans cet immeuble-là que les vôtres, ça va être aussi facile d'assurer. J'ai des cas aussi comme ça que le même assureur n'accepte pas d'assurer le nouveau propriétaire pour telle raison. Ils ont leur raison, là, je lui laisse leur dossier, mais s'assurer que... s'assurer d'être assuré. Donc, c'est ça. Et s'accorder aussi le temps dans le processus, c'est plus long aussi que l'acquisition d'un immeuble résidentiel, même si on a beaucoup de vérifications à faire au niveau d'un immeuble résidentiel. Les délais sont plus longs au niveau commercial, plus longs d'analyse parce que parfois, il faut attendre l'évaluation de l'immeuble, l'évaluation de l'inspection aussi de l'immeuble, attendre les rapports environnementaux aussi. Le processus pour obtenir le financement est plus long aussi. Le processus de vérification juridique est un petit peu plus long. Donc, il faut se prévoir du délai également lorsqu'on négocie notre promesse d'achat. Pourquoi je le dis? Des fois, le notaire est impliqué dans la promesse d'achat, des fois, il ne l'est pas. Lorsqu'on est impliqué, là, on l'explique au client toutes les étapes à passer pour se rendre à la fin à l'acquisition. Parce que le processus d'obtention de financement est un petit peu plus compliqué, demande un petit peu plus de vérification lorsque c'est un immeuble commercial. Donc, mais résidentiel, les conseils peuvent autant s'allier au résidentiel qu'au commercial, parce que je vous écoutais, puis c'est toutes les mêmes règles. Oui, il y a un petit peu plus de vérification et de délai au niveau commercial, mais au résidentiel, les conseils s'appliquent également. Et environnemental, vous en avez parlé, parce que il n'y aura pas de financement si on ne respecte pas les règles environnementales. Exactement. Et votre rôle, au niveau environnemental, vous devez intervenir. Nous, c'est lorsqu'on fait la vérification diligente, l'examen des titres aussi, l'examen du dossier au complet, c'est sûr que souvent, on arrive et c'est déjà fait parce que au niveau du banquier, il y a eu des discussions déjà d'obtenues, puis il y a eu une exigence à ce niveau-là. Par contre, on a certaines choses qu'on vérifie avec le certificat de localisation, l'examen des titres, les rapports qui nous sont soumis, s'assurer que tout est conforme pour le banquier et autres. Donc, puis on avertit, si on agit tout de suite au début du processus et qu'on élabore la promesse d'achat avec les clients, c'est sûr qu'on va aborder la question environnementale au niveau de l'obtention soit d'études, si ce sera exigé ou pas, puis faire un questionnaire aussi d'un peu de l'historique du bâtiment, quel genre d'entreprise a été là, est-ce qu'il y a eu des activités qui pourraient faire en sorte qu'une évaluation environnementale soit requise et tout ça. Donc, on travaille en concertation beaucoup avec les banquiers et les comptables aussi à ce niveau-là. Lorsqu'on a un client qui a un projet d'acquisition d'un immeuble, les 3 professionnels travaillent ensemble pour mener à bien le projet du client, puis le conseiller, puis le faire avancer pas à pas là-dedans aussi. Comme vous êtes très impliqué au niveau de votre étude, souvent vous connaissez les bâtisses aussi pour avoir déjà traité les dossiers auparavant des clients précédents. Ça. Alors, vous savez, donc c'est important de vous rencontrer en premier puis de voir, bon, moi, je voudrais acheter tel immeuble et vous avez déjà une bonne idée. C'est ça. On connaît beaucoup notre territoire. Oui. Donc, ce qui est question de zonage, réglementation et tout ça, étant donné qu'on a une pratique depuis plusieurs années puis on connaît les secteurs, bien, c'est plus facile de guider les clients aussi puis faire des vérifications préliminaires pour eux avant qu'ils vraiment signent une préférence d'achat. Il y a beaucoup de questions de zonage agricole aussi. Donc, le zonage agricole, il y a des régions qui sont zonées complètement, puis il y a d'autres régions qui n'ont pas de zone agricole ou presque. Donc, c'est pas pareil. Si tu pratiques comme notaire dans la ville de Québec, dépendamment des secteurs aussi, eux ont des quartiers historiques où c'est d'autres règles qui s'appliquent, mais zonage agricole, ils en ont moins. Tandis qu'ici, le zonage agricole, nous, on le connaît sur le bout des doigts. Donc, mais lorsqu'on vient dans des secteurs historiques, on est moins à l'aise parce qu'on en a moins. Donc, c'est sûr qu'on a des collègues qui peuvent nous venir en aide, mais au niveau du zonage agricole, si on a répertorié un terrain ou un endroit où on veut s'installer, on a un projet de construction, puisque c'est en zonage agricole, c'est pas les mêmes règles, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc, votre notaire vous accompagne là-dedans, puis vous permet de voir si votre projet peut se réaliser à l'endroit que vous avez repéré. Avant de signer quoi que ce soit, il est préférable de vous rencontrer, puis même l'offre d'achat, de la faire en bonne et due forme pour s'assurer qu'on est bien protégé, là, que si, advenant
une de ces étapes-là n'est pas suivie, qu'on ne soit pas obligé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des clients qui ont été obligés d'acheter parce qu'ils avaient signé l'offre d'achat. Une offre d'achat, c'est une offre d'achat. Oui, une offre d'achat, lorsqu'ils nous l'apprennent à l'université, c'est une offre d'achat équivaut à vente. Donc, on s'est engagé et on est dans l'obligation d'acheter. Voilà. Alors, c'est ce conseil pour planifier l'achat d'un immeuble commercial et je vous dirais de toujours consulter Maître Nathalie Dubé avant de le faire pour être certain que vous faites les choses dans les règles de l'art. Vous pouvez la rencontrer au 14 chemin des Poiriers maintenant parce qu'il faut le mentionner, vous êtes conseillère pour le groupe Mallette, mais aussi, l'étude est toujours bel et bien là. Oui, on exerce vous encore toujours vos clients. Immobilier, succession, droit corporatif. 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, tout juste en face de nos studios, 248-57-77. Et maintenant, Samuel Ouellette, maître Samuel Ouellette, accompagne maître Nathalie Dubé pour conseil et service. Alors, voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Toujours très intéressant. Merci beaucoup, maître Nathalie Dubé. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique du mardi 23 juillet. Donc, chez La Pointe Auto, actuellement, on recherche un mécanicien. Donc, sous la supervision du directeur du service, devra faire l'entretien et la réparation des véhicules clients selon les spécifications du fabricant. Le candidat ou la candidate doit détenir un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé et on requiert un minimum de 5 ans d'expérience. Ça vous intéresse? Vous faites parvenir votre curriculum vitae à l'attention de Mme Diane Corriveau chez La Pointe Auto au 160 Taché-Ouest ou encore, vous pouvez l'envoyer par courriel à info@lapointeauto.com ou par télécopieur au 248-4291.
1. Seulement les personnes dont le CV aura été retenu seront contactées. Chez Montel, maintenant, on recherche technicien en génie industriel et également technicien dessinateur programmeur. Donc, pour ces postes, eh bien, le titulaire du poste contribuera à supporter une culture lean axée sur l'amélioration continue dans différents départements de l'entreprise concernant le génie industriel. Et le titulaire du poste pour le technicien dessinateur programmeur prépare et conçoit les dessins destinés à la production. Il assume la logistique pour la fabrication des pièces en usine. Il sera aussi responsable de la programmation de la plieuse automatisée. Ces emplois vous intéressent, eh bien, vous faites parvenir votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines @montel.com, RH@montel.com. Maintenant, Prolam, qui est à la recherche de journaliers pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois, et également électromécaniciens et électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. Donc, journaliers et électromécaniciens, eh bien, l'emploi à combler ou les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation à ces postes est donnée sur place par du personnel qualifié et de formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Ces emplois vous intéressent, eh bien, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com. Maintenant, pour le CAR qui vous présente cette offre d'emploi, si vous allez sur lecar.ca, vous allez voir une multitude d'offres d'emploi. Sur le site du CAR.ca, vous allez voir des emplois qui vous sont offerts. Donc, si vous êtes intéressé ou vous cherchez un emploi, eh bien, tout simplement, vous allez sur lecar.ca. 4 points de service pour vous servir: Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 23 juillet. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Écoutez, ce matin, on apprend par l'entremise du Journal de Québec et bien évidemment dans les autres médias nationaux que le policier Patrick Bigras, qui est Patrick Bigras, c'est relativement simple, c'est cet individu. On l'a retrouvé mort dans son appartement, il se serait enlevé la vie. Et juste pour vous situer, c'est le premier policier qui est arrivé sur les lieux du drame familial où le médecin, le docteur Guy Turcotte, avait tué ses 2 enfants, avait tenté de s'enlever la vie. Et aujourd'hui, on voit des conséquences de ce drame, parce que souvent, quand il arrive des choses de la sorte, on pense que les conséquences sont directement pour la famille, les premières, bien sûr, mais par la suite, il y a d'autres conséquences qui s'additionnent. Bon, évidemment, on fait une corrélation directe avec ce que le policier avait vu, voilà, déjà 10 ans. De ce que le journal nous rapporte, il avait dû arrêter pendant 2 mois et demi de travailler parce que ça l'avait réellement marqué de retrouver des enfants dans une telle situation. Mais aujourd'hui, on a appris que le policier en question s'est enlevé la vie. Une petite pensée pour nos policiers ce matin. Vous savez, souvent, on se fait arrêter, on se fait donner une contravention, puis on a le goût un peu on se choque. Des fois, on les engueule, mais c'est des êtres humains. C'est des gens qui font un travail nécessaire dans la société, sont là pour vous protéger. Bien entendu, comme le reste des corps de métier, il y a des zélés. Mais la majeure partie des policiers, ce sont des bons policiers, sont là pour vous protéger, pour vous aider. Et
je vous donne un petit conseil parce que moi aussi, j'ai déjà été jeune. J'ai pas toujours eu 40 ans. J'ai déjà été un peu plus baveux. À l'époque, je recevais une contravention. Ce que je disais, des fois, je m'ostinais avec le policier. J'étais un peu baveux. Mais avec le temps, ce que j'ai compris, j'ai dit « Merci, monsieur, je suis désolé, c'est mon erreur. » Puis la plupart du temps, les policiers, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de te donner, je sais pas, une amende de 200 $ avec 4 points, ils vont te donner 2 points avec une amende de 120. Bon, c'est sûr qu'on sort de l'argent de nos poches quand même, mais il faut comprendre que ces gens-là font leur travail et nous, on a également à faire le nôtre, c'est-à-dire surveiller notre vitesse, surveiller, voir si on a notre ceinture de sécurité, pas conduire en état d'ébriété. Dans le fond, il faut accomplir nos devoirs civils et nos devoirs envers nos autres citoyens. Donc, un matin, on apprend le décès de Patrick Bigras, nos sincères sympathies à la famille, et de réveiller ce drame-là, je pense que le Québec doit le plus rapidement possible passer à d'autres choses parce que ça a tellement marqué l'actualité dans les 10 dernières années. Et ce que je pourrais également conseiller, et ça, c'est de mon histoire personnelle, quand vient le temps d'une séparation ou autre, je ne sais pas, chaque personne le vit d'une façon différente. Il y en a qui vont très bien le vivre, qui vont passer à d'autres choses. Il y en a d'autres qui vont falloir faire un deuil de plusieurs mois, même voire des années. Mais si vous avez un problème, allez demander de l'aide. Gênez-vous pas. C'est pas mal moins gênant de demander de l'aide qu'au bout de la ligne, arriver avec un drame ou être l'auteur d'un drame comme on a connu avec le docteur Guy Turcotte. Il y a de l'aide qui est offerte partout dans les CLSC, dans les hôpitaux. Allez voir votre médecin de famille. Mais de grâce, quand vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas dans votre cerveau, allez consulter. Je vous en supplie. J'ai le temps de parler d'un autre dossier ce matin et ça me surprend. Pénurie de profs de conduite. Qui l'eût cru? On sait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre dans à peu près, pas tous les corps de métier, mais dans plusieurs corps de métier, notamment dans les métiers journaliers ou de manutention, ce qu'on doit se servir de nos mains. Et on se rend compte que pour apprendre nos jeunes à conduire, bien, on n'a plus de profs qualifiés. Et ce qu'on demande du côté de l'association, c'est de dégeler les tarifs parce que depuis 2010, les tarifs sont gelés à 825 $ pour un cours de conduite et ça ne prend aucunement en charge l'inflation, le coût de la vie qui augmente d'année en année de 1 à 2 %. Donc, peut-être du côté des gouvernements, notamment du gouvernement provincial, parce que je pense que ça implique plus le provincial que le fédéral, de peut-être réévaluer les coûts inhérents à un cours de conduite, peut-être augmenter un peu pour que ces gens-là puissent venir à bout de s'en sortir et d'engager des professeurs dignes de ce nom, parce que, vous savez, c'est le jeu de domino. Si les professeurs ne savent pas conduire et enseignent aux gens à conduire, excusez-moi le terme, tout croche, bien, c'est bien entendu que pour la suite des choses, il risque d'y avoir des conséquences, hein? Vous comprenez? J'aimerais également vous parler un peu de politique fédérale, parce que vous savez que le 21 octobre prochain, les Canadiens vont être appelés aux urnes. Bien entendu, la campagne électorale va commencer un mois d'avance et il va y avoir quand même des enjeux considérables. On parle notamment de la politique internationale canadienne qui est malmenée ces temps-ci, surtout par l'opposition conservatrice à Ottawa, qui estime que le premier ministre Trudeau n'est pas à la hauteur de son poste. Parce que, vous savez, le Canada, même si on est dans le G7, même si on fait partie des 7 pays les plus industrialisés, en ce qui concerne l'influence mondiale, puisqu'on est une puissance moyenne, parce que les grandes puissances, c'est la Chine, la Russie, les États-Unis, et après ça, on va vers les puissances un peu plus modérées, les puissances européennes, notamment l'Angleterre, la France, bien, on a une influence certaine et on a un rôle à jouer sur la scène internationale, mais en même temps, il faut se faire respecter. Et ça va être un des enjeux de la prochaine élection fédérale, c'est à savoir quel chef va être en mesure de faire respecter le Canada à l'échelle internationale. On va voir, bien entendu, ce que ça va donner, mais il y a aussi à surveiller au Québec, parce qu'au Québec, c'est particulier, on a le Bloc québécois, et le Bloc québécois, sous la gouverne de Yves-François Blanchet, bien, il reprend du poil de la bête, il fait des gains, et il joue vraiment sur l'identité nationale et sur
Je vais essayer de vous l'expliquer. Là, le rôle que le Bloc québécois veut jouer, c'est relativement simple. Ils veulent être le porte-parole, si on veut, de l'Assemblée nationale du Québec à Ottawa. C'est-à-dire, ce que Québec veut, le Bloc le veut. En d'autres termes, tous les combats que la Coalition Avenir Québec et l'Assemblée nationale va entreprendre sur la scène fédérale, parce qu'on est une fédération, on n'est pas une confédération. Je vous l'expliquerai tantôt quelle est la différence. Bien, c'est sûr que le Bloc va avoir un rôle à jouer. En même temps, tu as le Parti conservateur qui tente de jouer sur le nationalisme québécois, et tu as le Parti libéral qui est traditionnellement un peu antinationaliste, mais en même temps, ce qui complique un peu la donne, c'est que Justin Trudeau, c'est un Québécois. Et les Québécois sont tellement nationalistes, jusque dans le bout de leurs ongles, c'est qu'on se rappellera, dans les années 80, on votait René Lévesque au provincial, et au fédéral, on votait Pierre-Éliott Trudeau, qui était complètement des opposés, des ennemis jurés. Alors, est-ce qu'on va voir la même chose au provincial, au fédéral cette année, c'est-à-dire dans le cadre de l'élection fédérale, qu'on a voté Coalition Avenir Québec, qui est un parti nationaliste, non souverainiste, mais nationaliste, qui cherche à faire des gains à l'intérieur de la Fédération canadienne. Et est-ce qu'on va réélire majoritairement au fédéral, dans la province de Québec, un parti libéral? Ça reste à voir. On pense que les conservateurs vont faire des gains avec ce qui est arrivé, le scandale SNC-Lavalin, notamment du côté du Parti libéral du Canada. Mais pour le reste, on ne sait pas ce que ça va donner. Et je vous dirais sincèrement, celui qui est en mesure aujourd'hui de me donner les résultats de l'élection fédérale au Canada, mais surtout au Québec, et qui les aurait très juste, je lui lèverais mon chapeau, parce que même moi qui suis un peu plus ça que le commun des mortels, je ne sais pas de la manière que ça va virer. Juste dans le comté, on a Bernard Généreux qui a un 4 ans quand même assez complet, qui a peut-être, à mon sens, pas assez parlé de politique, mais qui a fait beaucoup de choses, notamment des cliniques de passeport et 4 tournées en 4 ans, où ce qui a fait rayonner les entreprises et les organismes de la région. Mais en même temps, à l'aube d'une élection, bien, il faut parler politique. Au NPD, c'est l'ex-député. L'ex-député, c'est François Lapointe, le néo-démocrate. Lui, il a dit, c'est clair, je ne me représente pas pour le NPD. Au Bloc québécois, probablement que ça va être Louis Gagnon, qui est l'ex-candidat du Bloc québécois à la dernière élection fédérale. Et ce qui est intéressant du côté du Parti libéral du Canada, il y a un nom qu'on entend, peut-être pas assez à mon sens, c'est Laurence Harvey, originaire de Berthier-sur-Mer, une jeune femme de 26 ans qui est quand même très brillante. Bon, c'est sûr qu'il lui manque peut-être un peu d'expérience, mais en même temps, une campagne électorale, c'est justement le bon temps pour se faire les dents, se faire une bonne expérience. À 26 ans, tu peux peut-être échouer, mais t'es jeune, tu peux recommencer à l'autre élection, tu peux te faire une crédibilité. Donc, ça reste à suivre pour le prochain scrutin fédéral. Et à l'heure actuelle, Bernard Généreux a de l'avance, mais comme on le sait, 30 jours en politique, c'est quand même relativement long. Monsieur Hay, dites-moi aujourd'hui ce qui se passe à Montmagny. On voit des fouilles archéologiques. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Bien, aujourd'hui, c'est notre première journée d'une semaine d'inventaire archéologique. C'est pas vraiment des fouilles, parce que l'objectif présentement, c'est faire ce qu'on appelle des sondages, donc de trouver les sites archéologiques. On ne les a pas encore dénichés. On a des indices comme quoi il y en aurait dans le secteur. Et puis là, on vient faire des petits trous un peu ici et là pour voir si on ne trouverait pas des couches de sol qui nous révèlent des artefacts assez anciens qui nous permettraient de documenter, dans le fond, des occupations préhistoriques dans le secteur. On parle de préhistorique. On parle de quelle année approximativement? Bien, jusqu'à maintenant, il y a eu quelques découvertes de surface qui ont été faites par les résidents du coin. Donc, par hasard, hein? Oui, par hasard, donc des découvertes fortuites. 2 pointes de projectiles qui ont été faites dans les années précédentes, puis on parle autour entre peut-être 5000 et 3000, peut-être jusqu'à 2500 ans avant aujourd'hui. OK. Et si les premières fouilles sont concluantes, est-ce qu'on pourrait agrandir le chantier et venir en sorte de faire des fouilles archéologiques plus complètes? Oui, bien c'est sûr que si les sondages se s'avèrent positifs, riches et intéressants, il y aurait matière à venir faire des fouilles plus extensives pour comprendre vraiment c'est quoi le contexte. Parce qu'un sondage, c'est pas nécessairement toujours très révélateur. Ça reste une petite fenêtre qu'on ouvre des fois sur
sur une superficie qui est beaucoup plus grande, mais on a vraiment juste une petite fraction de cette aire d'occupation-là. Donc, on n'a pas toujours toutes nos réponses, mais l'objectif d'un sondage n'étant pas d'avoir toutes les réponses, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là. Vous allez sonder combien de sites cette semaine? Parce que ça dure une semaine, si je ne me trompe pas, vos fouilles. Oui, c'est l'inventaire archéologique va durer une semaine et puis on a à peu près 11 sites potentiels, 11 terrains. À Montmagny. À Montmagny, tout dans le secteur ici, plus ou moins, où on va venir faire des sondages. C'est sûr que, dépendamment des découvertes, ça va peut-être être un petit peu moins que ça, parce que plus on fait des découvertes, plus ça ralentit notre travail. Donc, moins on a la possibilité d'en faire énormément. Mais a priori, on pourrait faire 11 terrains différents, mais plusieurs terrains, comme ici, puis la maison voisine, ça ressemble beaucoup, là. Donc ça en fait 2 avec ceux-là. Mais on espère quand même être capable de couvrir une assez bonne superficie. Comme ça va nous donner une idée assez intéressante de ce qu'il y a dans le sol du coin. Et puis, éventuellement, si on a à revenir, bien là, on va pouvoir cibler les secteurs positifs, là. Je présume que vous n'êtes pas à vos premières recherches de la sorte. Et ce qu'on m'a dit également, c'est que c'était pas fréquent qu'on trouvait des pointes pratiquement intactes, c'est-à-dire des pointes de flèches. Donc, qu'est-ce qu'on trouve qui va faire en sorte qu'on se dit, oui, ça, c'est un site où ce qu'on veut rechercher? Bien, c'est vrai que des pointes complètes de projectiles, c'est plus rare qu'on en trouve. Souvent, on va plus les retrouver à l'état fragmentaire, ce qui est normal. Il les gardait souvent quand il était encore belle. Mais comme c'est plutôt rare, on va souvent retrouver plus les résidus de fabrication des pointes de projectiles et des autres outils en pierre taillée, parce qu'il faut comprendre que le métal n'existait pas vraiment à l'époque, et puis la plupart des outils étaient faits en matériaux naturels, et la pierre était le matériel le plus dur et le plus intéressant souvent pour fabriquer des outils. Parce qu'en Amérique du Nord, on n'avait pas encore découvert l'utilisation du fer, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Le fer n'existait pas. On connaissait le cuivre qui était disponible à l'état natif, donc sous forme de pépites, un peu comme l'or, qui était retravaillé par les Autochtones durant la préhistoire, mais ça reste quand même des éléments assez rares. Au Québec, ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de sources qui étaient accessibles. C'est plus en Ontario qu'on en retrouvait. Mais de temps en temps, on va en avoir aussi, mais c'est plutôt rare. En général, c'est la pierre qu'on retrouve en très grande quantité, là. Est-ce qu'on parle des ancêtres des tribus Abénaquis? Comment on dit ça? Les Abénaquiens? Les Abénakis. Abénakis et les Iroquoiens. Est-ce qu'on Exactement. parle de les ancêtres de ces tribus-là? Bien, Ceux qui ont rencontré nos ancêtres colons français lors de la colonisation de la Nouvelle-France par le Royaume de France. oui, oui, on peut pas nécessairement dire que c'est les ancêtres directs de telle ou telle nation, tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce que pour la plupart, c'était des nomades, là, il y a 3000 ans et plus, donc ils bougeaient beaucoup. Alors, c'est assez hasardeux, assez difficile d'associer une ethnicité, dans le fond, à des vestiges archéologiques, surtout dans un cadre d'inventaire où, là, on n'a pas beaucoup d'informations encore, là. On n'a pas des... C'est très sommaire comme C'est information. ça reste très sommaire, là. C'est le but de l'objectif aussi le but de l'objectif, ça se dit pas. C'est l'objectif de l'entreprise ici d'ouvrir des petites fenêtres un peu partout pour avoir une idée générale. Donc, oui, on sait que c'est des ancêtres des communautés autochtones actuelles, mais lesquels ancêtres de quelle communauté, ça, c'est plus difficile à dire. C'est sûr que plus on remonte dans le temps, à 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans, bien là, plus ça devient difficile de dire, bien, c'est eux autres précisément qui étaient là. Il y a eu beaucoup de mélanges génétiques aussi avec le temps, là. Puis donc, Mais c'est après l'ère glaciaire, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est tout à fait après l'ère glaciaire. Ici, de toute façon, durant l'ère glaciaire, il n'y avait aucune possibilité de survie ici. Il y avait jusqu'à 2 km de glace là, au-dessus de nos têtes, là, puis il n'y avait aucune vie possible. Donc, c'est vraiment après la déglaciation, un certain temps après, où le niveau de l'eau a baissé, puis les terres sont devenues plus accessibles ici. Et puis, c'est à ces époques-là que l'occupation humaine est devenue possible, et puis qui ont laissé des traces matérielles derrière eux. Parce que l'archéologie, nous, on étudie dans le fond le passé humain à travers les éléments matériels qui sont restés dans le sol, et puis c'est à travers tous les petits bouts de pierre, de céramique, d'os aussi, parce qu'on retrouve des os. Est-ce qu'on a retrouvé, justement, bonne question, est-ce qu'on a retrouvé des corps complets? Est-ce que ça arrive parfois lors de vos recherches qu'on trouve un corps complet d'un individu qui est décédé à cette époque-là, qui a été abandonné ou peut-être enterré sur les lieux? Parce que je présume que quand tu es nomade, il t'enterrait sur les lieux d'où ce qui était. Il n'y avait pas de cimetière à cette époque-là pour les tribus.
Bien, en effet, des sépultures très anciennes, on en retrouve. Là, on n'en a pas retrouvé ici. On a retrouvé quelques ossements, mais c'est des ossements animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle pas des ossements d'êtres humains. Non, c'est ça. C'est des ossements animaux, donc des rejets de consommation alimentaire. On les retrouve habituellement à l'état qu'on dit blanchis parce qu'ils sont calcinés jusqu'à temps qu'ils deviennent blancs. Parce que l'os, naturellement, est plutôt un peu jaunâtre. Mais quand on le retrouve calciné blanc, ça, on le sait qu'il a été brûlé dans un foyer. Puis c'est un indice aussi pour indiquer qu'il y avait peut-être un ancien foyer, un feu de camp qui a été érigé dans le secteur. Là. Comment fait-on pour évaluer l'époque de la trouvaille? Bien, évaluer l'époque de la trouvaille, il y a plusieurs manières. C'est sûr que ça va être avec beaucoup le style des artefacts. Certains styles d'objets, par exemple les pointes de projectiles, sont assez définis dans le temps. On sait qu'ils commencent à apparaître plus ou moins à telle époque, puis arrêtent d'être utilisés plus ou moins à telle autre époque. Alors, ça nous donne ce qu'on appelle une datation relative. On parle-tu du carbone 14 ici? Est-ce que c'est utilisé dans vos types de recherche? Oui, le carbone 14, ça, c'est une autre type de datation qu'on appelle la datation de type absolu, parce qu'elle va nous donner une date relativement précise, plus ou moins, mettons, ça pourrait être dire 3000 ans, plus ou moins 100 ans. Donc, on sait qu'entre 3100 et 2900 ans, il y a eu une occupation probablement associée à cette datation-là. Donc, oui, on pourrait l'utiliser, mais ça prend habituellement un contexte intéressant. On ne date pas n'importe quoi comme ça parce qu'on pourrait dater du remblai, par exemple, il y a quelques années. Et puis, c'est pas ça qu'on veut faire. Là, on veut vraiment, si on a, par exemple, un beau foyer bien en place, bien là, on va prendre des échantillons de chardon de bois qu'on va faire dater. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments encore assez en place qui mériteraient de faire une datation parce que ça coûte quand même au moins 400 $. Donc, on les fait quand ça vaut la peine. Et puis, parce qu'on ne veut pas dater n'importe quoi. Ce qu'on date, c'est l'échantillon. Mais si l'échantillon n'est pas fiable, bien, la datation ne sera pas fiable non plus. Je présume que ça nous permet également d'apprendre sur le mode de vie de ces gens-là de l'époque. Est-ce que ça a bien évolué avec les années, le mode de vie des Autochtones locales? Oui, bien exactement. En fait, le but premier de l'archéologie, c'est d'essayer d'étudier le mode de vie des personnes qui nous ont précédés ici. Le but n'est pas de ramasser des objets pour le plaisir de les trouver, même si c'est agréable, mais l'objectif est vraiment de reconstituer l'histoire, l'ethnologie, les modes de vie de ces gens-là, puis l'archéologie est vraiment très utile pour ça. Et puis on se rend compte, oui, en effet, que les modes de vie ont quand même beaucoup évolué. C'est sûr que d'une manière globale, pendant très longtemps, ils sont demeurés chasseurs-cueilleurs nomades, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient stagnants dans leur culture, dans leur mode de vie, parce qu'on voit vraiment que la culture change beaucoup. Les types d'objets ils changent, les réseaux d'échange aussi, visibles entre autres à travers les matériaux en pierre qui viennent d'un peu partout en Amérique du Nord. On peut en retrouver qui viennent de la région de Mistassini, du Labrador. La pointe qui a été trouvée ici dans le sous-sol de la maison vient de la région des Grands Lacs. Donc, tout ça nous révèle justement des éléments liés au réseau d'échange. Et puis, donc, oui, on voit une évolution quand même importante à travers le temps. Est-ce qu'à ce moment-là, ou cette époque-là, c'était des tribus matriarcales ou patriarcales, où est-ce qu'on est capable de comprendre le fonctionnement de vie de ces gens-là? Bien, c'est sûr que ça, c'est des éléments ethnographiques qui sont plus difficiles à comprendre à travers les restes matériels parce que il faut toujours se demander quelle va être la trace matérielle de ça. Après ça, s'il y en a, bien entendu. Oui. Fait que le fait que ça soit patrilocale ou matrilocale, matrilinéaire, tout ça, ça laisse pas toujours des éléments matériels dans le sol. C'est sûr si on parle à des époques plus récentes, comme les groupes iroquoiens, là, on sait qu'ils étaient plutôt matrilocal, matrilinéaires. Et puis, à cause justement des écrits des premiers Européens qui viennent documenter les modes de vie des Amérindiens de l'époque coloniale, on est capable de faire beaucoup de transpositions avec le matériel archéologique. Et puis, après ça, faire des liens intéressants. Mais c'est sûr que quand on monte à 5-6 000 ans, ben là, c'est plus difficile. Hein? C'est un peu plus difficile. Puis là, les documents historiques anciens de la période coloniale ne sont plus très, très utiles. C'est sûr qu'on peut toujours faire des liens, puis on sait qu'il y a des éléments qui ont perduré très longtemps parce que c'était des éléments culturels qui étaient très efficaces, tout ça. Donc, on peut présupposer
Mais c'est pas une science exacte. Non, l'archéologie est loin d'être une science exacte. Ça n'en est pas moins une science. C'est une science humaine qui utilise plein de moyens aussi associés aux sciences naturelles, comme par exemple les datations au carbone 14, l'analyse des sols, tout ça, pour essayer de mieux comprendre tous les éléments qu'on trouve. Puis l'archéologie, c'est un peu comme une scène de crime, finalement. Donc, on a plein d'éléments matériels, souvent assez discrets, assez... Sauf qu'on ne cherche pas le coupable. On ne cherche pas le coupable parce que c'était pas nécessairement une scène de crime, c'était une scène de vie, mais ça a laissé quand même des traces matérielles qui sont très subtiles, mais chacune d'entre elles a un potentiel quand même informatif très important, même si au premier regard, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, comme par exemple un cheveu sur une scène de crime. À première vue, on penserait que ça ne sert à rien, mais si l'ADN du cheveu peut nous révéler qui a été là, qui a été finalement l'auteur. Au bout de la ligne, ça peut être utile. Au bout de la ligne, ça peut être très utile. Puis l'archéologie, c'est souvent ça. On a beaucoup d'éléments qui sont, a priori, pas très spectaculaires, mais qui sont... Qui peuvent en dire davantage sur la question. Exactement. Quelle est la plus grosse trouvaille que vous avez faite dans votre carrière dans ce type de recherche-là? Parce que je présume que ce qui se fait ici se fait ailleurs également pour trouver le mode de vie des ancêtres des Autochtones locales. Donc, quelle a été votre trouvaille la plus spectaculaire? Bien, ça, c'est la question, j'ai toujours du mal à répondre parce qu'en fait, nous, on ne recherche pas le spectaculaire. Puis ce qui est intéressant pour l'archéologue est souvent très banal pour le commun des mortels. Oui, c'est ça qui regarde ça. Puis bon, ça a l'air de rien parce que nous, c'est vraiment l'information qu'il y a derrière. Au même titre que l'historien, sa plus belle découverte ne sera pas de trouver le manuscrit qui a la plus belle page couverture, mais ça va être le manuscrit qui va avoir l'information la plus... Les secrets que le manuscrit va révéler. Ben, exactement. Donc, nous, des fois, on va retrouver des simples bouts de pierre taillés, même pas des outils des fois, mais ça va tellement être révélateur des manières dont ils fabriquaient ça, des réseaux d'échange, de toute leur stratégie économique d'utilisation de la pierre, que là, ça c'est super intéressant. Puis ça va bien au-delà de l'apparence de l'objet qui peut être... parce que des fois, des objets qui sont bien spectaculaires, bien esthétiques, ne renseignent pas tant que ça. Est-ce qu'à ce moment-là, voilà déjà 5 à 6 000 ans, il y avait des guerres entre les tribus où les armes, notamment les arcs, existaient, si je me trompe pas, servaient uniquement à la chasse? Encore là, c'est une question qui n'est pas facile à répondre sur les conflits. C'est sûr qu'en règle générale, c'était des groupes, chasseurs-cueilleurs, nomades, assez égalitaires. Les conflits ne devaient pas être si fréquents que ça. Puis quand il y avait des conflits, on ne parle pas nécessairement de guerre meurtrière comme on en a connu plus à la période coloniale, disons. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas nécessairement des conflits, tout ça, mais on parle peut-être plus on ne parle pas nécessairement de guerre. On va parler plus des fois de petits conflits, mais les traces de ça sont encore très difficiles à trouver. On n'a pas vraiment beaucoup d'évidence. La plupart des armes qu'on trouve sont probablement plus associées à la chasse, parce que c'était avant tout des chasseurs. Fait que c'est sûr que... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais visiblement, il y avait pas mal moins de guerres ici qu'en Europe. Bien, encore une fois... Parce qu'on en sait. Ouais, parce qu'on en sait. Probablement, parce que, tu sais, c'est des gens... Déjà, si on parle pour les chasseurs-cueilleurs nomades, c'est des gens qui ne possédaient pas la terre. Là, ils ne restaient pas au même endroit à l'année longue. Donc, en général, les guerres sont quand même moins fréquentes quand on ne reste pas au même endroit. Souvent, on veut défendre son lopin de terre dans le cadre d'une guerre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des conflits. Mais il faut comprendre aussi qu'à l'époque, les conflits étaient les conflits autochtones n'étaient pas de même nature que les conflits européens. Et pas de même ampleur non plus. Pas de même ampleur non plus, donc... souvent, parce qu'il n'y avait pas d'État, c'était des tribus nomades qui se promenaient. On n'avait pas d'État comme exemple, l'Empire romain ou les Gaulois ou peu importe. Ou l'Empire aztèque, par Absolument, exemple, plus au sud. Non, il n'y avait pas de ça ici. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un territoire quand même bien à eux d'exploitation où ils savaient qu'eux autres, traditionnellement, c'est leur groupe à eux qui se situait, par exemple, autour de telle rivière, tout ça, puis que... Peut-être qu'à certains moments, ils n'étaient pas toujours heureux de savoir qu'il y avait un groupe voisin qui empiétait un peu sur leur territoire. Mais est-ce que c'était nécessairement, on parlait de guerre qui menait à des conflits meurtriers? Pas nécessairement. On n'a pas encore de preuves à ce sujet-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais on n'a pas les preuves inhérentes à la question. C'est ça, parce qu'il faudrait trouver, par exemple, des sépultures à profusion où on voit qu'il y aurait des marques, par exemple, de morts violentes, des choses comme ça. Puis ça, c'est très, très rare. On n'en trouve pas beaucoup. Ça existe plus ailleurs en Amérique du Nord ou en Amérique centrale, Amérique du Sud, mais ici au Québec, c'est relativement peu fréquent. C'est sûr qu'au début de la colonisation, là, on sait qu'il y avait déjà des conflits entre nations autochtones qui dataient d'avant l'arrivée des Européens.
Mais, notamment les Iroquois qui étaient en guerre contre d'autres tribus, se sont ça. alliés avec les Anglais et les autres tribus, généralement, se sont alliés avec les Français. Exactement. Donc ça, c'était des Français, c'était des conflits qui existaient déjà avant la période coloniale, la colonisation, après ça, a un peu exacerbé ces conflits-là qui étaient déjà existants. Mais on a l'impression, peut-être à tort, que c'est un phénomène qui est plus récent, dans le fond, et puis peut-être pas étrangère aussi au fait que là, c'était entre nations qui étaient plus sédentaires. Donc, c'est peut-être le phénomène un peu de sédentarité. Et aussi, c'est une question très complexe, là, mais aussi toute la question de transposition du rôle de l'homme qui, au début, était le pourvoyeur chez les chasseurs-cueilleurs nomades. Et puis après ça, dans les sociétés plus matrilinéaires, plus matriarcales, ben là où la culture, par exemple, du maïs, tout ça, toute l'économie était plus du côté féminin. Fait qu'après ça, tout ce qui était plus politique, économie extérieure, guerre, était plus après ça le rôle des hommes. Donc peut-être qu'il y a eu un effet de transposition du rôle de l'homme qui s'est exercé plutôt vers la guerre que vers la production de nourriture. Monsieur Hyde, merci infiniment et bon séjour dans la capitale de Loi-Blanche. Merci beaucoup. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors voilà, on a un petit poupon à vous présenter en ce mardi 23 juillet. C'est Lydie, née le 16 juillet 2019. Les parents, Marie-Pierre Milliard et Jérémy Laure, ils sont de Notre-Dame-du-Rosaire, alors on les salue. Donc, Lydie, née le 16 juillet 2019, Marie-Pierre Milliard, Jérémy Laure, les parents de Notre-Dame-du-Rosaire. Donc, ces parents sont éligibles pour le tirage de notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu tous les mardis. Donc, nous procédons au tirage parmi tous les petits bébés, les parents du mardi et jeudi. Le mardi suivant, nous attribuons un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Les gagnants pour cette semaine, ou pour la semaine dernière, si vous voulez, c'est Juliette Letourneau qui est née le 13 juillet, je vais y arriver. Le nom des parents, Kim Bilodeau-Lamar et Thomas Letourneau. Donc, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Félicitations. Et j'en profite pour dire merci aux employés, à tout le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent la présentation de cette chronique grâce à leur précieuse collaboration. Donc, voilà pour cette chronique du mardi 23 juillet. Les gagnants, Kim Bilodeau-Lamar, Thomas Letourneau pour cette magnifique petite fille, Juliette Letourneau, née le 13 juillet. Ils sont de Cap-Saint-Ignace. Ce sont eux qui méritent ce 25 $. Ça complète prochaine chronique, mardi à la même heure. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 20 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Samuel Técarrier, suivi de Maude Brochu et son répertoire de musique blues. Toujours plein d'activités au parc du Havre du Souvenir de Lillet. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Info Flash, mes chers amis, je vais vous parler un peu des nouvelles régionales qui ont attiré mon attention. Bien entendu, c'est moi qui les ai écrits, mais il est arrivé des choses quand même plaisantes la semaine dernière. Il y a eu une conférence de presse au Café au Coin du Monde, situé au centre-ville de Montmagny, concernant la 48e édition du Festival de Loi-Blanche. Et Maxime Dionne, qui est le président, a annoncé qu'il allait cette année avoir un président d'honneur. Donc, c'est une première. Ça faisait quand même relativement longtemps de ce que Maxime Dionne nous a expliqué, qui cherchait à avoir ce type de personnage-là, justement pour bonifier l'activité, parce que, vous savez comme moi, on est sollicité de partout et des festivals, il y en a énormément. Et en plus, Montmagny, bien, on est proche de Lévis, on est proche de Québec. Donc, pour qu'on réussisse à continuer à faire avancer nos projets, nos festivals locaux, bien, il faut innover. Et c'est ce que le Festival de Loi-Blanche a fait cette année en nommant Francis Rouleau, qui est le nouveau directeur général de la Coop IGA de Montmagny, comme président d'honneur du Festival de Loi-Blanche. Moi, je pense que c'est une excellente initiative. Et je tiens à le dire parce que j'étais lors de la conférence de presse, puis je voyais tout ce beau monde-là avec leurs beaux gilets rouges à l'effigie du Festival de Loi-Blanche. Et ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés pour faire ça. C'est des gens de cœur. Puis souvent, bien, de l'extérieur, on se met à critiquer. Bien là, moi, à leur place, je ferais ça. À leur place, je ferais ça. Moi, ça marcherait de même. Ouais, mais toi, as-tu du temps pour t'impliquer? Non. Mais regarde, la seule chose qui te reste à faire, là, encourage-les. Parce que Maxime Dionne, hier, on avait, je pense, Ginette Gaumont, Henriette, la secrétaire. On a énormément de gens qui s'impliquent pour faire rayonner notre région. Le Festival de Loi-Blanche, oui, on a eu des années un peu plus difficiles, on en est bien conscient, mais on travaille fort et on a le cœur à la bonne place, justement, pour que notre festival, qui est, écoute, 48 ans, là, pensez-y, là, c'est plus vieux que votre humble serviteur ici. J'en ai 40 ans, 48 ans. Dans 2 ans, au 50e, ce qui est intéressant également, ce que j'ai appris, j'avais juste pas fait le lien, mais au 375e anniversaire de Montmagny, ça va être le 50e anniversaire du Festival de Loi-Blanche. Donc, j'espère qu'on fait quelque chose d'un peu plus spécial et c'est normal, mais c'est quand même le fun de voir que ces deux événements-là, les deux fêtes, avec des années marquantes, bien, ça va coïncider ensemble pour qu'on puisse se rappeler quand même le passé et peut-être rendre hommage à tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin au Festival de Loi-Blanche, parce que je présume qu'il y en a quelques-uns qui doivent nous écouter ce matin et puis doivent lever leurs mains et dire « Ouais, moi, j'ai participé, puis je regrette pas. » On a eu des bonnes années, des années un peu plus difficiles, mais là, de ce que j'ai... excusez-moi le terme, mais le feeling que j'ai senti lors de la conférence de presse, c'est que tout le monde s'était craché dans les mains, on s'était frotté les mains, puis on dit « Cette année, on va relancer ça comme ça aurait dû toujours être. » Bien évidemment, je blâme personne. Les circonstances font en sorte que des fois, ça peut être un peu plus difficile. Mais cette année, j'ai réellement confiance qu'on va connaître une excellente année pour le Festival de Loi-Blanche. Et la seule chose que je peux vous dire, je pourrais vous en dire plusieurs, des choses les plus importantes, allez-y, participez-y, allez au déjeuner, allez aux diverses activités. Il va y avoir de la musique. Il va y en avoir pour tous les goûts. Vendredi dernier, j'étais au centre-ville de Montmagny et... comme par hasard, j'ai passé en face de la Maison Rousseau. Et c'était le spectacle hommage à Joe Dassin. Je vais vous nommer le nom de, je dirais pas l'acteur, mais du personnificateur de Joe Dassin, parce que ça vaut réellement la peine et j'ai l'impression que c'était
c'est une personne qui va être de plus en plus connue dans ce domaine-là, surtout en ce qui concerne la personnification de Joe Dassin. On parle de J.A.P. Carreno, je pense que c'est son nom d'artiste, mais il y a eu vendredi soir un souper hommage à Joe Dassin et ça a tellement bien fonctionné qu'on a fait une supplémentaire pour le samedi. Et je vous le dis, là, les deux activités étaient complètes. Même le samedi, on a dû refuser des gens. C'est organisé par ailleurs par les productions Louis Lachance. Je ne sais pas si vous connaissez Louis Lachance, sûrement. C'est un type que j'apprécie beaucoup. Il est toujours souriant. Puis, il a fait un excellent travail. C'est de valeur qu'on n'ait pas les images ce matin. On a eu un problème technique. Mais la voix du personnificateur de Joe Dassin, là, il y a une dame qui disait ça, et je peux le dire aussi parce que j'étais présent. Tu te fermais les yeux et tu croyais réellement que tu avais Joe Dassin en face de toi. Bon, bien entendu, on le savait que c'était pas le vrai. Il est mort en 1980, mais quand même. Et Joe Dassin, il y a eu plusieurs succès, là. Notamment, vous devez connaître L'été indien, À toi, Les jardins du Luxembourg, Dans les yeux d'Émilie, Les Dalton et j'en passe. Et c'était de toute beauté voir les gens se lever debout, applaudir, taper dans les mains. C'était vraiment une belle activité bien réussie. Puis simultanément à ça, il y avait l'été chaud au centre-ville de Montmagny. Donc, en fin de semaine, surtout vendredi, il y avait énormément d'activités. Il y avait beaucoup de gens dans le centre-ville. Ça fait rouler l'économie. Ça met les gens de bonne humeur. Et ensuite de ça, après avoir été voir l'hommage à Joe Dassin, je me suis transporté vers la place Montel. Petite parenthèse, place Montel, c'est de toute beauté au centre-ville. Ça a vraiment redynamisé le secteur. Et au début, c'était les hommages des années 60, 70, 80. Et ensuite de ça, c'était un hommage au rock, le traditionnel rock, les AC/DC. Je ne sais pas s'ils ont joué du Judas Priest, mais de ce style de musique-là. Par contre, il a fallu que je parte avant. Mais félicitations à la gang de l'Été chaud qui font un excellent travail et qui font rayonner la ville de Montmagny. Parce que souvent, on se dit, ben là, il n'y a rien, Montmagny, il n'y a rien. Mais là, Montmagny, je m'excuse, mais il y en a des affaires à faire l'été, là. Puis c'est pas juste ça. Aussi, tu as les municipalités limitrophes, tu as Berthier-sur-Mer, tu as Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, tu as Saint-François, Cap-Saint-Ignace et compagnie. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Bon, je pense qu'au mois d'août-septembre, on va avoir le carrefour de l'accordéon, qui est mondial. Là. On a des artistes qui viennent d'un peu partout sur la planète, notamment d'Europe. Je pense qu'on en a même de Russie. Juste pour vous dire que des fois, on se compare avec les grandes villes. Des fois, on se sent peut-être pas assez compétitif ou peut-être qu'on pense qu'ailleurs, il se passe des meilleures choses. Mais à Montmagny, je vous le dis, depuis que je suis ici, ça fait au moins 5 ans, ça a évolué et d'une façon positive. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Road Blues Band et son répertoire de chansons populaires. Également, participez aux activités de l'événement unique en son genre, le Festival de sable et de glace du 26, 27 et 28 juillet. Sculptures de sable et de glace, artisans, ballets de bulles vous en mettront plein la vue. Les activités du Parc Havre du Souvenir de Lillet s'en vaut le déplacement. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.